Vous écoutez l'ORTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Ouverture hier ici à Bamako de la conférence internationale de la jeunesse autour du thème Jeunesse et capacité d'entreprendre, les mécanismes de mise en œuvre d'une Afrique émergente. Lancement également de la journée africaine de lutte contre la corruption. La corruption est un phénomène qui fait perdre chaque année à l'Afrique 148 milliards de dollars, soit 25% de son PIB. Au Sénégal, le propriétaire et capitaine de la pirogue qui a fait naufrage lundi dernier avec des migrants a été interpellé. Le nouveau bilan du naufrage fait état de 26 morts. Sport football, la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 a pris fin hier. Le Mali en déplacement s'est imposé face à l'Eswatini 1-0. Afrobasket U18 filles, le Mali affronte en ce moment le Rwanda en quart de finale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Mise en onde par Almata Ouattara et mise en ligne par Mohamed Koulibaly. Jeunesse et capacité d'entreprendre, les mécanismes de mise en œuvre pour une Afrique émergente. Le sujet est au centre de la conférence internationale de la jeunesse africaine, dont les travaux ont démarré hier ici à Bamako. Organisée par les départements en charge de la jeunesse, cette conférence se fixe comme objectif de réfléchir sur la problématique de la participation des jeunes au développement de leur pays. Les détails avec Ali Husseini Touré. Les jeunes du Mali et leurs camarades du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, de la Guinée et du Tchad se retrouvent pour réfléchir sur les potentialités à exploiter pour faire émerger le continent. Au nombre des pistes à exploiter, le pouvoir des jeunes dans la gestion des affaires publiques, l'émancipation des jeunes et leur inclusion sociale ou encore le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et le développement. Ali Kouma, président du Conseil régional de la jeunesse du district de Bamako. Le développement de l'Afrique appartient à la jeunesse pour développer les idées et puis de faire un mémorandum pour présenter à nos plus hautes autorités du pays. Le ministre en charge de la jeunesse du Burkina Faso a rappelé la nécessité de prendre en compte les pistes de solutions et recommandations de nos autorités dans leur démarche. Anouir Tolé Roland Somda, ministre des Sports, de la jeunesse, de l'emploi du Burkina Faso. Ce cadre d'échange vous permettra de dégager, de réfléchir et de dégager les potentialités de la jeunesse africaine pour l'émergence de l'Afrique. Je vais vous reprendre ici le message panafricaniste de son Excellence, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour que vous soyez le fer de lance du développement de l'Afrique, de l'émergence de l'Afrique, il fallait combattre trois choses. La première, c'était la lâcheté. La deuxième, c'était la traîtrise. Et enfin, l'incompétence. Abdelkassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La finalité aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de nos États, des peuples qu'eux représentent, qu'ils dirigent, afin que ces peuples un jour puissent être souverains. Les décisions qui ont été prises et les réformes qui sont prises aujourd'hui, qui ont été mises en place, qui sont conduites par nos plus hautes autorités, que ce soit au Mali et dans les différents pays, obligatoirement doivent être supportées, appuyées, accompagnées par la jeunesse. La conférence internationale des jeunes africains regroupe une centaine de jeunes africains qui réfléchissent pendant 2 jours sur 4 thématiques. Mécanisme efficace de protection des lanceurs d'alerte, un outil essentiel de la lutte contre la corruption. C'est le thème de la journée africaine de lutte contre la corruption dont les activités ont été lancées hier dans notre pays. Il s'agit de sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte. Reportage Nouhoum Sissoko. La journée africaine de lutte contre la corruption est célébrée le 11 juillet de chaque année à travers le monde. Au Mali, l'activité est organisée par l'OCLEI, Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, en partenariat avec l'USEG, projet de lutte contre la corruption par et pour l'égalité des genres. Pour cette 8e édition, la journée est placée sous le thème
mécanisme efficace de protection des lanceurs d'alerte, un outil essentiel de la lutte contre la corruption. Seydina Omar Diarra, représentant du président de l'OCLEI. La protection des lanceurs d'alerte est devenue une préoccupation croissante dans les conventions internationales en particulier, en raison de l'importance accrue accordée à la transparence, à la responsabilité dans la gouvernance mondiale et à la prévention des actes de corruption. Notre pays est en phase de relecture de ses codes pénals et de procédure pénale. Cette relecture prévoit des mesures de protection plus efficaces des lanceurs d'alerte. Ces mesures concernent la non-divulgation de l'identité et l'adresse du témoin ou de la victime. Justement, le Canada travaille aux côtés du Mali depuis plusieurs années dans la mise en place de politiques indispensables dans la lutte contre la corruption. Nicolas Simard, ambassadeur du Canada au Mali. La protection des lanceurs d'alerte est plus que jamais d'actualité quand on sait que ces personnes, à travers la circulation des informations et la dénonciation des cas de corruption, risquent parfois leur vie pour plus de transparence dans la délivrance des services sociaux de base, pour plus d'emplois pour les jeunes, pour les femmes et pour le développement socio-économique du pays. Le Canada encourage fortement et soutient le Mali dans ses initiatives pour la protection des lanceurs d'alerte, qui constituent un maillon essentiel dans la lutte contre la corruption. Selon la Banque africaine de développement, la corruption engendre une perte annuelle estimée à 148 milliards de dollars, soit 25% du PIB du continent. Dans nos régions, la Fondation Ouest africaine de développement et de l'innovation vient de lancer à Ségou les travaux du Salon de l'Emploi en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Il s'agit à travers ce salon de créer un cadre d'échange entre porteurs de projets et structures financières. 2 jours durant, les participants vont débattre des thèmes comme les mécanismes de transformation d'idées d'entreprise en projet, la migration professionnelle. De Ségou, la correspondance de Honoré Tchenou. Cette deuxième édition du Salon de l'Emploi à Ségou est un cadre d'échange entre structures financières et porteurs de projets sur les opportunités de financement pour la promotion de l'entrepreneuriat. Il permet aussi de réduire l'immigration irrégulière, chose que l'OIM inscrit dans sa mission en collaboration avec WAEF, la Fondation ouest-africaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Abouakar Sow, premier adjoint du maire de la commune urbaine de Ségou. Il me plaît de rappeler l'importance capitale de ce grand événement pour la ville de Ségou. Par ailleurs, je reste convaincu que les acquis de ce salon et son impact sur la promotion de l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes sont gages de tout développement. Les échanges au cours des 2 jours de travaux portent sur, entre autres thématiques, l'accès au financement, la migration professionnelle, le mécanisme de transformation d'une idée d'entreprise en projet. Drissa Balo, conseiller technique au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est des thèmes qui vont permettre aux jeunes, vous savez que ce salon est surtout fait pour les jeunes, ça va leur permettre d'avoir le maximum d'informations sur différents pans qui va contribuer à leur insertion socio-professionnelle. C'est une contribution à la mission qui nous a été confiée, nos ministères, par le gouvernement du Mali. Et tout ce que nous faisons au ministère, c'est tourner vers les jeunes. Et aujourd'hui, nous avons l'OIM est un partenaire qui nous accompagne dans la réalisation de nos missions. Donc c'est un projet que nous accompagnons, auquel nous avons toujours cru et qui, comme arrive vers sa fin, à l'évaluation on verra que ça donne de bons résultats. Brima Traoré, expert projet vert. C'est un programme dont la deuxième phase vient de démarrer. Donc on s'est dit que c'est important de venir à Ségou, rencontrer des jeunes, rencontrer d'autres personnes pour expliquer davantage qu'est-ce que FACEJ apporte en termes d'accompagnement des jeunes dans l'entrepreneuriat. Pour renforcer les liens de collaboration, des échanges B2B sont également au programme du salon entre employeurs et demandeurs d'emploi. Ségou, Audrey Issaba pour l'ORTM. Direction Koutiala, où la Direction nationale du développement social vient d'organiser une session de formation et d'appui des acteurs du développement dans le cadre du projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et riposte locale à la COVID-19. L'objectif est de participer à la mise en œuvre de la mobilisation sociale, de l'engagement et du contrôle citoyen. C'est ce que nous dit Brima Kone depuis Koutiala.
Des acteurs ou parties prenantes du projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et ripostes locales à la COVID-19 PEDREAS participent à cette session de formation qui devra leur permettre d'agir ensemble pour l'amélioration de la qualité des services sociaux de base au niveau communautaire des établissements de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique. Moussa Sissoko, expert responsable de la décentralisation du PEDREAS. PEDREAS, c'est un projet de l'État malien financé par la Banque mondiale, la coopération suisse et l'ambassade des Pays-Bas. Donc c'est un projet de la promotion de la décentralisation et de la bonne gouvernance. Cette session de formation devra permettre de doter les participants de compétences en matière d'engagement et de contrôle citoyen, de mécanismes de gestion des plaintes et de suivi communautaire. Aussi s'agit-il pour les acteurs de maîtriser les rôles et responsabilités des organisations communautaires. Dr Khalifa Koulibaly, chef de l'unité développement partenariat de la DNDS. Nous sommes dans le contexte de la décentralisation qui doit être matérialisé par une mise en œuvre efficace et efficiente du développement local. Et je voudrais aussi inviter les uns et les autres à une participation active, à des débats très fructueux pour qu'ensemble, qu'on ait la même compréhension par rapport à ce qui sera fait pour notre chère région qui est la région de Koutiala. Ousmane Sow, conseiller au gouvernorat de Koutiala. Le secteur du développement social constitue un précieux outil de développement économique et social durable. Au cours de la mise en œuvre du projet PEDREAS, les acteurs doivent ajuster les statuts et règlements intérieurs en fonction des spécificités des terroirs et territoires concernés. Cette rencontre est une occasion de peaufiner des approches susceptibles de contribuer à l'implication effective des populations au processus de planification du développement local. Koutiala, Brahima Kone, Amadou Dolo et Assita Berté pour l'ORTM. Clôture à Gao de 2 sessions de renforcement des capacités des femmes et des hommes pour une paix et un développement inclusif au Mali. La rencontre d'une semaine, initiée par l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bey, en collaboration avec le cabinet SN, a vu la participation de plusieurs personnes venues des différentes communes de la région de Gao. Les acquis de la rencontre doivent être restitués par les participants qui se disent déjà satisfaits des explications données par les experts concernant le renforcement de la paix et du développement au Mali. Reportage à Drissa Maïga. Le plaidoyer et le leadership transformationnel dans la gouvernance et les réformes administratives et institutionnelles au Mali sont les 2 sujets débattus au cours des 2 cadres d'échange combinés tenus à Gao. Une initiative de l'école de maintien de la paix à Lioune-Blondin-Bey en collaboration avec le cabinet Essin. Commissaire divisionnaire de police Brahim Koulibaly, chef de mission Reka Fevek. Ces 2 ateliers avaient pour principal objectif le renforcement des capacités des élus locaux, des leaders communautaires, des forces de défense et de sécurité et les organisations de la société civile de la région de Gao en vue de mener des actions visant à influencer les politiques et les pratiques communautaires. Les participants à cette rencontre d'une semaine sont au nombre de 38 personnes, hommes et femmes, venus des communes de Gao, d'Ansongo, de Bourem, Bara et Soni Alibert, avec 6 représentants des forces de défense et de sécurité. Tahia Ibounachar, porte-parole des participants. Je demande au nom des participants que la formation ne s'arrête pas là, qu'ils continuent à nous former pour atteindre leur objectif, qui est de former des leaders, hommes et femmes, pour pouvoir faire un changement au niveau de notre région. Mamoudou Diakité, directeur de cabinet du gouvernorat de la région de Gao. Chacun de vous représente des structures, des organisations sociales. Donc, il vous est fait obligation de pouvoir faire la restitution pour informer et sensibiliser l'ensemble de la population de la région de Gao. Les travaux qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif ont été rendus possibles grâce au financement de l'ambassade de Norvège. Les participants ont reçu des attestations. De Gao,
Aliou Idrissa Maïga et Youssouf Samake pour l'ORTM. Non loin de Gao, à Tombouctou, la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie a organisé une rencontre d'échange autour du projet Village Biennale 2025. Ce cadre qui a regroupé les opérateurs économiques et représentants des services techniques a permis de présenter ce projet afin de faciliter les investissements pour sa réalisation. A rappelé que le coût du projet Village Biennale est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Salim Konati. Les opérateurs économiques et représentants des services techniques de la région de Tombouctou autour d'une table. Ordre du jour, s'approprier les opportunités d'investissement du projet Village Biennale 2025 dont l'édition 2025 se tiendra à Tombouctou. Un projet dont le coût est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. El Hadi Firoun, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou. Nous avons monté un grand projet avec les autorités régionales d'investissement pour que la biennale puisse se tenir. Et cet investissement est divisé en deux, et une partie qui sera prise par l'État et une partie que nous pensons qui revient aux opérateurs économiques de la région de Tombouctou. Nous, en tant qu'opérateurs, si nous gagnons des ressources économiques, ce que nous pouvons faire pour l'amour de notre pays, pour l'amour de notre ville, c'est d'investir le pays que nous avons pour rendre la ville belle. Aujourd'hui, Tombouctou est classée ville patrimoine de l'UNESCO. Donc, nous voyons des choses aujourd'hui dans la ville que nous pensons que nous, en tant qu'opérateurs, nous pouvons changer considérablement et positivement. Le village biennal sera bâti sur une superficie de 20 hectares. Il prévoit la réalisation de plusieurs infrastructures, notamment la construction de 139 logements, 2 hôtels, un supermarché, des magasins pour le commerce, une station d'essence, une boulangerie, un CESCOM, un poste de police et de la protection civile, une école, un dépôt d'ordures, une mosquée et une église. El Hadi Firoun, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou. Ce projet, en plus de la biennale artistique, est un projet de développement économique, social et culturel pour la ville de Tombouctou et pour la région de Tombouctou. Beaucoup de projets ont été identifiés, que nous avons présentés aux hautes autorités, et nous avons pensé que nous devons commencer à sensibiliser nos opérateurs économiques de la région de Tombouctou pour que chacun d'eux comprenne que c'est leur devoir de développer la région. C'est leur devoir de mettre une part de leurs revenus pour développer la région de Tombouctou. Au-delà des autorités régionales, les dites infrastructures reviendraient aux opérateurs qui auront contribué financièrement à leur réalisation après la biennale. Tombouctou, Saloum Konaté, Abdoulaye Sissé pour l'ORTM. À l'étranger, en Guinée, les inondations ont fait 4 morts et provoqué des dégâts matériels importants. Inondations également au Nigeria où un barrage a cédé suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Maïdigouri. Le bilan est lourd. On parle de plusieurs morts et de centaines de maisons détruites. Les autorités locales craignent une aggravation de la situation humanitaire. C'est l'une des pires inondations que la ville ait connue depuis 30 ans. Au Sénégal, le propriétaire et capitaine de la pirogue qui a fait naufrage lundi dernier au large d'Imbour avec des migrants clandestins a été arrêté. Cheikh Sall, pêcheur de 52 ans, se serait lui-même rendu à la police le 9 septembre dernier. D'après le préfet, le bilan du naufrage a été revu à la hausse. 26 morts au lieu de 9 précédemment annoncés dans un premier bilan. Sur plus de 150 passagers qui étaient à bord, 24 ont été secourus alors que les recherches se poursuivent. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont pris de nouvelles sanctions contre l'Iran au motif que Téhéran a livré des missiles balistiques à la Russie. Des sanctions qui ciblent 6 entreprises iraniennes de drones et de missiles, ainsi que la compagnie aérienne Air Iran. Réponse du berger à la bergère, l'Iran a réagi en promettant de répondre aux sanctions des Occidentaux. Téhéran a démenti toute livraison d'armes à Moscou. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et son homologue britannique David Lammy sont arrivés aujourd'hui à Kiev pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est pour discuter d'un allègement des règles concernant l'utilisation des armes occidentales contre la Russie. Les 2 ministres ont effectué le long trajet en train entre la Pologne et Kiev. Les États-Unis, avec les débats télévisés hier soir
entre la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris et l'ancien président et candidat républicain Donald Trump. Pendant 1h45 minutes, ils ont débattu du droit à l'avortement, l'économie, l'immigration, démocratie, mais selon les observateurs, aucun des deux candidats n'a partagé beaucoup de détails sur son programme. Donald Trump a affirmé avoir réalisé son meilleur débat. La Russie et la Chine ont lancé des exercices navals conjoints qui regroupent 90 000 soldats, 400 navires, 120 avions et hélicoptères participent à ces exercices qui se déroulent dans les océans Pacifique et Arctique, en mer Méditerranée, en mer Caspienne et en mer Baltique. Nous entamons la page sport de cette édition. On parle de l'afro-basket des moins de 18 ans, filles et garçons dans les deux catégories. Le Mali poursuit son sans faute. En football, l'actualité au plan national, c'est la Supercoupe Assimi Goïta sur le continent. C'est la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 qui domine le débat. Hier en Afrique du Sud, le Mali a battu Eswatini 1-0. La synthèse de la page sport avec Djara Konati. Les Aigles du Mali ont battu hier en Afrique du Sud l'équipe d'Eswatini 1-0 au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. À l'issue de la rencontre, Tom Saint-Fit, le sélectionneur des Aigles du Mali, s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux Ardumatina Gaussou H. Touré. Je suis content avec les 3 points. On n'a pas joué notre jeu. Et les dernières 15 minutes, on a des grandes occasions pour marquer le 2-0. C'est vraiment dommage. Il faut signaler que dans l'autre match de ce groupe I, le Mozambique a battu la Guinée-Bissau 2-1. Le Mozambique et le Mali, avec 4 points chacun, sont devant. La Guinée-Bissau 3 points. Et les Swatini ferment la marche avec 0 points. D'autres résultats de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. En déplacement, l'Égypte a été sans pitié du Botswana, victoire 4-0. Les Algériens ont aussi signé à l'extérieur une belle victoire 3-0 sur les Libériens. Le Nigeria et le Cameroun ont été accrochés respectivement au Rwanda et au Zimbabwe 0-0. Les Lions de la Teranga se sont imposés 1-0 chez les Burundais. La troisième journée de ces éliminatoires est prévue en octobre prochain. Toujours football au plan national, la 5e et dernière journée des matchs de poule de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta a démarré hier avec 2 rencontres au stade Mamadou Konaté dans le groupe B. L'équipe de la présidence et celle de Gao, toutes deux éliminées, se sont neutralisées 0 but partout. L'équipe du CNT et celle de Sigasso, qui se battaient pour l'autre ticket du groupe B, pour accompagner Koulikoro avec 10 points, a tourné à l'avantage de l'équipe du CNT. Elle a battu la formation de Sigasso 4-0. A noter que Koulikoro dans la poule B et Bamako dans la poule A sont déjà qualifiés. Le CNT s'ajoute au lot des qualifiés. Afro-basket des moins de 18 ans, filles et garçons, Afrique du Sud 2024. Au compte de la troisième et dernière journée, chez les garçons, le Mali a dominé hier la Côte d'Ivoire 113-69. Le Mali occupe la tête de son groupe et s'est qualifié pour les quarts de finale. Toujours en afro-basket des moins de 18 ans, filles, les Maliennes viennent de se qualifier pour les demi-finales. Elles ont battu leurs homologues rwandaises 86-57. Donc, elles ont battu leurs homologues rwandaises 86-57. C'est donc la fin de cette édition réalisée par Ousmane Daou, présentée par Chara Konaté, mise en onde par Almata Ouattara, mise en ligne par Mohamed Koulibaly. Merci de l'avoir suivi et bonne écoute radiophonique.